Christian Vernet, bonjour. Bonjour David. Écoutez, vous êtes à la tête d'une compagnie qui est la compagnie, qui est très originale. Vous n'avez qu'une seule classe, business class. Vous êtes les seuls dans ce cas-là, je crois. C'est un modèle qui est unique. Absolument, un modèle unique. D'accord. Et donc, vous faites une ligne qui est éminemment business, mais pas que, du Paris-New York. Donc, vous êtes éventuellement un bon indicateur pour nous dire si la clientèle business est revenue là depuis début septembre. Absolument. Bon, alors déjà à la compagnie, on fait du Paris-New York, mais on fait aussi du Nice-New York et on fait aussi du Milan-New York depuis cette année, puisque on en parlera peut-être un peu plus longuement. À la suite du Covid, il a fallu qu'on redéploie un peu nos capacités de transport sur des réseaux où la demande existait. Alors effectivement, la particularité de la compagnie, c'est d'être une compagnie exclusivement business. Nous avions des Airbus A321 Neo neufs, quasiment neufs. Ils ont été livrés en 2019 et malheureusement, pour des raisons évidentes, ils n'ont pas beaucoup volé dans l'année 2020 et 2021. Donc partent d'Orly chaque jour vers Newark, qui est l'aéroport très voisin de New York. Et d'ailleurs avec une proximité accrue de New York et de New Jersey par rapport à l'aéroport phare que tout le monde connaît, qui est JFK. Et nous transportons effectivement une clientèle de classe affaires depuis 2014 et depuis 2019 avec nos A321. Et cette clientèle affaires se découpe en deux catégories. La clientèle purement business dans votre représentation, donc celle du milieu des affaires, mais aussi, et pour une partie importante, une clientèle loisir de CSP+, majoritairement américaine, qui apprécie l'offre du produit de la compagnie, que ce soit sur le parcours sol et le parcours de vol pour ses qualités, et qui l'emprunte massivement depuis le début d'exploitation de la compagnie. Alors, quelle proportion de clientèle loisir et de clientèle corpo, et cette proportion a-t-elle changé entre 2019 et aujourd'hui? Alors, la question est très bonne. En 2019, on était sur un régime à peu près établi, excepté que nous étions en train de déployer l'A321 Neo, qui est un avion très moderne, très économe en carburant. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'interview. Et sur le plan qualitatif, qui apportait un progrès significatif par rapport à nos avions de génération précédente, qui étaient des Boeing 757. Et en 2019, nous avions à peu près 40% de clientèle corpo, enfin le purement business, et le reste, donc 60% de clientèle purement loisir. Aujourd'hui, la proportion, en raison du Covid, évidemment changé. La demande de voyage d'affaires, pour raison d'affaires professionnelles, a subi les affres du Covid, l'hésitation des entreprises, la protection des salariés, des collaborateurs, des recherches aussi d'économie pour partie, et la montée en œuvre de la technologie dans les webconférences pour permettre des échanges entre les gens. Donc globalement, le trafic affaires a diminué. On était aux alentours de 30-35% en 2019 et on est plutôt retombé aujourd'hui aux alentours de 20%. Je dis c'est un chiffre qui est un peu trompeur parce que nous pensons qu'au regard des profils de durée et séjour de nos clients, une partie de la clientèle qu'on considère comme loisir, qui inclut un week-end en particulier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et probablement une clientèle aussi affaires qui vient pour affaires et qui profite de l'occasion de la traversée océanique pour pouvoir avoir quelques compléments d'agrément et donc qui étend son week-end au-delà du... Donc il y a un mix entre les deux, et donc la frontière n'est pas si définie. Mais pour revenir à votre question, oui, il y a une diminution du marché du voyage d'affaires. Bon, toutes les experts économistes et vous-même s'accordent à penser que le retour à cette normale en matière de volumétrie ne se produira pas avant 2024. D'accord. Alors donc là, vous avez parlé du phénomène de bleisure, quand vous dites qu'il y a un mix entre raison professionnelle du voyage et, disons, voyage d'agrément. Alors, le bleisure est tendance, la RSE est tendance. Et vous savez que quand on parle de RSE et qu'on parle d'aérien, voilà, mais quand on parle en plus de business class, on parle de classes qui sont plus émettrices par passager que les classes éco. Alors vous, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous êtes tendance? Est-ce que vous continuez à être tendance alors que la tendance est à la RSE, quoi? Alors il y a déjà un premier aspect à regarder, nous le faisons tous, quel soit le secteur d'activité, que servir des besoins du marché. Bon. Le besoin de transport, il est inhérent à la nature humaine.
Je ne fais pas une leçon d'histoire, mais il y a très 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 longtemps, les gens ont commencé à voyager dans des conditions très difficiles à l'origine pour venir découvrir le reste des continents qu'ils ne connaissaient pas. Donc le besoin de transport, il est réel. Et donc nous, en tant que transporteurs aériens, mais comme les autres, on tente de s'adapter au mieux à ce besoin-là. Alors on pourrait décider de manière unilatérale de ne pas servir le besoin, c'est-à-dire qu'on arrête le transport en avion. Mais là, je crois qu'il faudrait s'adresser à des sociologues, à des anthropologues, pour essayer d'imaginer quelles sont les conséquences à moyen et long terme. Et ce n'est pas très compliqué d'imaginer que les tensions mondiales seraient accrues et qu'on irait probablement vers des conflits. Voyager, c'est aussi connaître l'autre, d'accord, c'est comprendre l'autre, ses problèmes, ses enjeux, et essayer de travailler avec lui à les améliorer. Et de toute façon, le transport, aujourd'hui, est une nécessité. On le voit bien. D'ailleurs, le thème même de ce salon où nous sommes aujourd'hui est bien représentatif de cette volonté du public d'aller quelque part et des industries du transport d'apporter des solutions. Alors, après, il y a la question de l'efficacité de la solution. Quand nous avons abandonné nos 757 en 2019 pour des A321 Neo, on a soudainement baissé notre consommation de carburant de 30%. Alors c'est majeur. Bon. Et aujourd'hui, les avions que nous exploitons, ce sont les avions qui globalement ont la trace carbone la plus faible en matière d'émissions, en particulier sur un voyage transatlantique. Et à comparer par rapport à nos concurrents qui utilisent des avions de nature différente, bien que performants, nous avons une émission par passager, vous n'avez qu'à regarder les sites comparateurs, qui est bien plus faible, de l'ordre de Puisque vous parlez de la concurrence, 25%. J'ai bien entendu des avions vertueux, parce que dernière génération, mais puisque vous parlez de la concurrence, une business class dans la compagnie versus Air France, par exemple, pour un Paris-New York, vous êtes... faites la comparaison. Sur quel plan? Au niveau du prix? Ah, au niveau du prix. Écoutez, que ce soit Air France ou les autres opérateurs classiques, les majors avec lesquels nous travaillons en bonne intelligence, en bonne concurrence sur les réseaux que nous exploitons, on est environ 25 à 30% moins cher. 25 à 30% moins cher. Votre clientèle business, même si elle est moins nombreuse en termes de pourcentage, en tout cas qu'avant la crise, ce sont plutôt des PME, plutôt des grands comptes? Actuellement, on est plutôt, le barrissant de notre activité est plutôt sur des petites et moyennes entreprises que sur des grands comptes. Parce que les grands comptes ont des accords historiques avec les legacy? Historiquement, c'est la situation. Alors nous avons des contrats avec des grands comptes. Nous travaillons la question, en particulier depuis la mise en place des A321 Neo, parce que en fait, l'incrément de qualité, de confort, de sécurisation des horaires, de la régularité, a fait qu'on rentre dans la cible de nécessité de ces grands comptes. Et je pense que l'attractivité de la compagnie pour ce secteur-là va croissante. Donc nous allons vers des succès croissants avec les grands comptes. Alors, Christian, rapidement, parce que le temps nous est compté, vous êtes une compagnie opportuniste, on ne peut pas vous le reprocher. Vous avez notamment l'ouverture de la ligne New York-Milan s'est faite durant la pandémie, à la faveur de compagnies américaines qui, pour des raisons sanitaires, avaient cessé ces routes-là. Est-ce que vous êtes à l'affût de nouvelles opportunités, d'ouverture de nouvelles routes? Est-ce que vous allez rester sur du transatlantique? Est-ce que vous avez d'autres projets? Dites-nous. Alors, après une crise majeure telle que le Covid, où il a fallu que toutes les énergies de l'entreprise, tous les salariés, les actionnaires, la direction, travaillent à la sortie de la crise. Et ce que nous avons fait, ce qui a été quand même un travail assez colossal pour l'ensemble des stakeholders que je cite. Aujourd'hui, moi je fais le constat d'une année 2022 où on a rétabli la situation. Nous allons vers un exercice bénéficiaire en 2022. Notre exercice se clôture fin octobre. Et malgré les 4 premiers mois d'exercice très marqués par Omicron et donc un marché atone, la transformation d'entreprise est engagée. On va donc vers une situation de profitabilité et en développement. Donc profitabilité, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on passe à autre chose en complément des lignes que nous servons aujourd'hui. Mais si nous avons diversifié pour la raison que vous avez évoquée sur Milan, nous commençons à chercher des solutions d'accroissement, de flotte pour pouvoir servir des marchés complémentaires à ceux qu'on sert aujourd'hui ou en offrant des fréquences complémentaires à ceux sur lesquels nous sommes sur les lignes que vous assurez déjà. Absolument.
Et donc, à l'horizon 2023, 2024 et au-delà, nous pensons effectivement pouvoir ajouter les marques de la compagnie sur un certain nombre de réseaux sur lesquels aujourd'hui on n'est pas présent. Merci Christian Vernet. Je vous en prie.